Retour sur la stratégie de Donald Trump en Amérique. C'est son hémisphère. C'est ce qu'a tweeté hier soir le ministère des Affaires étrangères. Bonjour Hélène Coutts. Bonjour. Vous êtes professeur à l'INSEC. Ça a le mérite d'être clair quand même. Au moins Donald Trump, il annonce ce qui va se passer. C'est son hémisphère, l'ensemble des États-Unis. Donc on parle là du Groenland jusqu'en bas en fait, jusqu'à l'océan Antarctique. On va en discuter ensemble. Vous allez nous dire quel impact sur la politique intérieure des États-Unis. Juste avant, je voudrais qu'on écoute quand même son conseiller Miller qui a donné une interview à CNN cette nuit. On écoute juste et après je vous demanderai votre avis. Merci. La question est de quel droit le Danemark revendique-t-il le contrôle du Groenland? Sur quoi se fonde sa revendication territoriale? Qu'est-ce qui justifie que le Groenland soit une colonie du Danemark? Les États-Unis sont la puissance de l'OTAN. Pour que nous puissions sécuriser la région arctique, protéger et défendre l'OTAN et les intérêts de l'OTAN, il est évident que le Groenland devrait faire partie des États-Unis. Stéphane Miller, il est conseiller à la sécurité intérieure des États-Unis. Il est très clair. Alors, l'effondrement moral des États-Unis préoccupe beaucoup les Américains. Si vous voulez, il y avait toute une plateforme qui était très claire lors de son élection et on s'éloigne. On est très loin de America First. Ah, ça, ou c'est sûr, encore de America seul ou America seulement. C'est plutôt Donald Trump, sa personne, lui seul et seulement. Et je pense que ce qu'on déplore le plus là aux États-Unis, ça se voit dans les sondages récents, c'est qu'il aurait pu faire tout ça avec l'aval du Congrès. Il a des majorités qui lui permettent de mettre ça en place dans les règles de l'art. Mais ce qui est important pour lui, c'est de bafouer le droit international, notre constitution. Vous voyez, ce qui est important pour lui, c'est pour prendre cette posture d'homme fort, de bafouer les lois du pays. Et c'est ça qui est très préoccupant pour nous. Ça préoccupe vraiment les Américains? C'est-à-dire que ça ne lui bénéficie pas sur le plan de la politique intérieure? Oh, pas du tout. C'est pas, vous savez, les Américains, dans l'ensemble, ne sont pas en quête des terres ailleurs. D'ailleurs, c'est carrément le contraire de ce qu'on a vu il y a tout juste un an avec Doge. Il fallait faire des économies, il fallait réduire la voilure, il fallait faire attention aux dépenses, qu'on s'occupe déjà de nous. Vous voyez? Donc, il y a trop de choses dans le discours qui sont en contradiction. Et on a peu de temps pour bien digérer tout ce qui se passe. Ça se passe trop vite, avec peu de profondeur, vous voyez? Donc, on n'est pas rassuré là. Annalisa. Donald Trump avait promis effectivement de revenir au America First, puis il parle désormais de la doctrine Monroe, donc de la remise au goût du jour version Donald Trump de la doctrine Monroe. Oui. Si on suit sa logique, ça voudrait dire que les États-Unis se recentrent sur l'hémisphère américain et qu'il laisse tomber tout le reste. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il va se désengager de l'Ukraine, par exemple, qu'il va se désengager du dossier iranien? Ça voudrait dire qu'il se recentre uniquement sur le dossier américain. Alors, non, je pense que c'est pas à ce point réfléchi, malheureusement. Et comme il ne fait pas ça main dans la main avec des diplomates, avec un corps diplomatique qu'il a réduit à une peau de chagrin. Vous voyez, il n'a pas à cœur que ça se passe. On l'attend toujours pour clôturer, comme vous dites fort bien, des dossiers en cours à l'échelle internationale. Donc, même nos relations avec l'Amérique latine sont complexes, là, pas très à l'aise. Hein. Il y a peu de temps, il a gracié l'ex-président de Honduras, qui a été condamné en tant que narcotrafiquant. Bah, si ça le préoccupe, on est confus. Il avait à même le bureau ovale l'actuel président d'El Salvador. Ça a fait tilter quand même le corps de presse. Mais enfin, vous voyez, avec son méga prison, le Sicotte. Donc, il y a trop de choses, ça ne suit pas une logique où le peuple américain peut dire c'est la suite logique, on comprend bien. Et je pense que pour les MAGA, ça doit être confusant tout de même. Mais vous entendez cette confusion? Parce que là, il n'y a pas de manifestation dans les rues pour dire stop à Donald Trump. On n'entend pas, nous, beaucoup les démocrates s'exprimer. On n'entend pas, nous, ici d'Europe, une caste politique s'enflammer et dire que c'est scandaleux. Alors, je suis d'accord avec vous. Je pense que le Parti démocrate dans son ensemble avait du mal à répondre depuis un an à Donald Trump parce que ce sont des choses du jamais vues. Ça n'a pas empêché quelques victoires électoraux
d'ici et là, tant mieux. Mais, par exemple, dans un récent sondage de Reuters, Ipsos, il n'y a que 33% d'Américains qui sont d'accord avec des frappes sur Venezuela et ils n'ont même pas pu être sondés encore sur la capture de Maduro. Vous voyez, donc c'est beaucoup de choses très très vite et trop vite. Dans son discours de samedi, juste après la capture de Maduro, il parle beaucoup des villes américaines, Donald Trump, et il explique à quel point Maduro est responsable de la criminalité intérieure. Il met le narcotrafic, il cite des villes précisément où on a l'impression presque que tous les problèmes de la société américaine viennent de Maduro. Est-ce que ça, pour les midterms, c'est efficace, cette stratégie-là? Alors, vous savez, on ne peut que observer et constater un certain déclin cognitif chez Donald Trump dans sa manière de prise de parole, dans la suite logique de ses idées. Il suffit de comparer ses discours du premier mandat. Il y a un réel déclin là, physique, autre. Donc, les dires de Donald Trump, vous voyez, sont de moins en moins crédibles. C'est terrible. Ah bon? Ben oui. Vous dites ça, il est sur le déclin cognitif. Il est sur un déclin cognitif, mais il est entouré des personnes, comme M. Miller qu'on vient de voir, qui ont à cœur d'imposer des idées. Je pense que, vous savez, ce qui se passe là, c'est vraiment une situation rêvée pour Marco Rubio, par exemple, qui est chef de la diplomatie. Qui déploie sa stratégie, on l'a vu, en Amérique latine, tout était écrit, Annalisa Capellini. Effectivement, c'était la stratégie de Marco Rubio. D'ailleurs, il y a un sujet par rapport à Marco Rubio. Lui, il est fils d'immigrés cubains. On sait qu'aux États-Unis, il y a une immense population d'origine latino et qu'elle est souvent déterminante. Donc, est-ce que là aussi, Donald Trump s'adresse quelque part à son électorat latino? Quelle est la perception de cet électorat? Alors, je pense que cet électorat est très éclaté, très divisé. Ce n'est pas un ensemble. Venant de plusieurs pays, de plusieurs langues, de plusieurs traditions. Donc, ce n'est pas un bloc de votants. Et je pense que même au sein même de MAGA, ça c'est bien compris. Et encore dans les contradictions, vous citez des villes où Donald Trump souhaite déployer davantage de forces de l'ordre militarisées, qui est donc la ICE. Ces raids de ICE s'attaquent plus particulièrement à ces populations-là. Et donc, il n'est pas dit que des personnes d'origine d'Amérique latine sont à ce point en accord avec la politique de Donald Trump. Je reviens juste sur sur le déclin cognitif de Donald Trump. Ce qui veut dire que pour vous, quand il dit clairement qu'il faut 20 jours avant qu'il se décide sur le Groenland ou qu'il parle de l'Iran ou de Cuba, il ne faut pas l'écouter? On ne peut que l'écouter. On ne peut que l'écouter. C'est tout de même le président des États-Unis. Mais quand je dis la suite logique des idées, la capacité à répondre de manière cohérente avec le corps presse. Vous voyez, enfin, peut-être des choses se perdent dans les traductions ou que sais-je, mais c'est vrai que même sur le plan purement physique, purement cognitif, est-ce qu'on arrive à réellement suivre? Et puis, vous savez, il dit, bon, une vingtaine de jours, mais il y a 20 jours, il y avait une dizaine de dossiers qui sont laissés comme ça. Donc, faire le suivi, engager ces équipes derrière, c'est devenu une chose très difficile. Ils sont moins dans une administration qu'eux-mêmes dans un régime. Merci beaucoup d'être venue ce matin, Hélène Kounz.